Après des semaines de silence, Juan Branco prend enfin la parole. Problèmes de santé, paranoïa, suspicion d'empoisonnement au Congo. Il raconte tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes parti là-bas, on s'est vu 3 jours avant ou 2 jours avant. 48 heures plus tard, vous étiez à l'hosto. Donc je voudrais avoir plus d'informations, même si on s'est tenu au courant de votre état de santé par différents moyens. Est-ce que vous voulez nous raconter ce qui vous est arrivé? En quelques mots, Un peu plus que quelques mots. je prends le vol Enfin, je prends différents vols qui me font amener à partir de Bruxelles vers Kinshasa. Reste justement des liens coloniaux qui ont existé entre les deux pays. Et je commence à avoir de lourdes difficultés respiratoires et des accès de fièvre soudains dans l'avion qui me mettent dans un état assez inquiétant. L'équipage me donne ce qu'ils ont, pas grand-chose, de l'ibuprofène et compagnie. Il y a eu des prises de température pendant le vol? Non. J'essaie de les calmer, j'essaie de modérer la chose en me disant, bon, ça peut être... donc difficulté à respirer, mais aussi à avaler. Ce qui était assez étonnant, c'était surtout les variations subites par rapport à la fièvre, très soudaine, qui me faisaient particulièrement violence. Le vol est long, enfin, c'est Bruxelles-Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, j'arrive à marcher. Vous me proposez de faire demi-tour ou pas? Non, à ce moment-là, parce que je me disais peut-être que j'ai pris, enfin je sais pas, peut-être qu'il m'arrive quelque chose. Et vers la fin du vol, quand je commence à avoir du mal à respirer, là je commence à m'inquiéter. Mais en même temps, je commençais à être dans un état second aussi. C'est-à-dire un peu, j'ai pas perdu conscience, mais je m'endormais, donc j'étais dans une situation un peu étrange. Je sors de l'avion, j'arrive à marcher, je rentre dans une voiture et là, je fais savoir que ça ne va pas du tout. Et les personnes qui étaient venues me chercher, des confrères, me disent il faut vous amener à l'hôpital directement. Donc je vais à l'hôpital qui est sur le chemin en fait, entre l'aéroport et mon hôtel, qui n'avait pas été choisi. Donc je découvrirai plus tard que le propriétaire venait d'être enfermé un mois avant par les autorités du fait de ses liens, un Indien très, très fameux à Kinshasa, du fait de ses liens justement supputés avec le Rwanda dans le cadre du conflit. Il faut savoir qu'à Kinshasa, l'ambiance est très particulière à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, Joseph Kabila, donc l'ancien président, est en train de sortir de sa réserve et commence le M23 commence à annoncer qu'ils veulent prendre Lubumbashi, qui est donc une grande ville de l'est du Congo, qui est en fait le même chemin qui avait été pris par le père de Kabila pour arriver à Kinshasa et faire tomber Mobutu. Donc on commence à voir qu'il y a des risques de coup d'État réels avec une méfiance très importante. On est dans un pays qui est en situation de guerre, effectivement. Donc j'arrive à l'hôpital. Là, il y a un quiproquo assez important parce que apparemment, les autorités sont très rapidement informées et pendant toute la période, je vais être suivi par un agent de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui va en fait me couver dans la chambre où je vais être placé. C'est pour ça que je vous racontais ce qui s'est passé avec l'hôpital, des tensions liées au fait que le propriétaire a été suspecté d'être en lien avec le Rwanda, que je suis venu pour... Enfin bref, tout le monde se regarde en chien de faïence, particulièrement inquiet. Et moi, au milieu de tout ça, en ne comprenant absolument pas ce qui est en train de m'arriver tout de suite, il y a des suspicions d'empoisonnement. C'est la première chose qui m'est dit par le médecin qui m'est donné, qui sont très inquiets, qu'il y a potentiellement par ailleurs une bactériémie qui est en train de se développer, et donc que ça pourrait être ce qu'ils appellent un SPA invasif, donc c'est-à-dire une infection bactérienne avec ou streptocoque qui serait sur le point de provoquer un choc septique. Le pronostic est inquiétant et très étrange. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a à la fois une souche virale et une souche bactérienne, ça on le saura un peu plus tard, avec les cultures qui vont être faites et ainsi de suite. Et donc on m'hospitalise, et on commence à me donner un traitement assez lourd. Mais les personnes, les autorités qui sont impliquées, qui sont, je pense, sous pression, qui ont été prévenus, j'imagine, par mes confrères, et qui sont sous pression, je pense, de leur hiérarchie. Il ne faut pas qu'il arrive dans une situation comme celle-ci quelque chose de grave ou qui puisse avoir des conséquences, font des pieds et des mains pour me sortir de l'hôpital, pour dire non, il ne faut pas qu'il reste. Donc j'assiste à des engueulades homériques entre le personnel médical et ces personnes-là. On me sort la soirée pour m'amener après que j'ai reçu des traitements
préventifs, que ce soit des antibiotiques lourds et ainsi de suite, et qu'on m'ait injecté, qu'on m'ait mis sous perfusion pendant 1 heure et qu'on m'ait mis notamment un antidouleur assez puissant, et on me sort de l'hôpital pour me laisser dans l'hôtel. Je ne dors pas de la nuit, et à 6 heures du matin, je suis dans un état... et on me ramène d'urgence à l'hôpital, et là, je suis pris en charge entièrement, et je vais être hospitalisé pendant 1 semaine par le service de médecine interne, qui va essayer, après les premiers traitements d'urgence, qui va essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. Et alors, les monocultures, je ne sais pas si c'est monoculture, en tout cas les cultures bactériologiques qui vont être mises en œuvre, ne vont donner qu'une souche inconnue. Moi, je suis en RDC, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont capables d'identifier effectivement ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est lié soit à l'étrangeté de ce qui vient de m'arriver, soit en effet à un manque de moyens sur le moment ou une erreur de traitement. Ce que je sais, c'est que ça va être une panique pendant ces quelques jours particulièrement importante, avec une prise en charge des autorités si importante que lorsque j'en sors, j'ai un encadrement militaire, c'est-à-dire des gens avec des kalachnikovs et ainsi de suite qui vont me sortir de là et qui vont m'interroger sur ce qui s'est passé, puis qui vont me permettre de rencontrer un certain nombre de personnes pour, après m'avoir interrogé sur ce que je venais faire et ainsi de suite, me dire qu'ils sont pleinement à disposition et me proposer tout accompagnement nécessaire pour continuer ma mission. Et alors, moi, je déteste surtout l'imposition. Enfin, ce que j'ai appris depuis longtemps, parce que ça fait 10 ans qu'avec Wikileaks et ainsi de suite, on fait face à un certain nombre d'événements qui parfois sont compliqués, c'est que la dernière des choses à faire, c'est de s'avancer sur des sujets sur lesquels on n'a pas d'éléments qui permettent de prouver ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas d'éléments qui permettent de prouver ce qui m'est arrivé. Ce que je sais, c'est que j'ai fait l'objet d'un traitement extraordinairement lourd qui a aujourd'hui encore des conséquences, que ça a généré une inquiétude particulièrement marquée de la part des autorités, que je n'ai pas eu accès aux résultats justement de ces études bactériologiques, ainsi de suite, qui ne m'ont jamais été transmis. Et que, pour être tout à fait honnête, ça m'est arrivé très rarement, peut-être 1 ou 2 fois ces dernières années, j'ai eu peur. J'ai eu peur au sens physique du terme, c'est-à-dire peur comme quand vous voyez un film d'horreur, vous voyez, enfin, cette sorte de choses qui vous prend au corps. Et l'une des dernières fois que ça m'était arrivé, la dernière fois je pense que ça m'était arrivé, c'était quand il y avait des équipes qui avaient été visiblement placées autour de mon domicile à Paris, qui tournaient autour de mes fenêtres. Il y avait eu quelques preuves qui avaient été révélées par la suite et qui démontraient qu'il y avait une volonté de me nuire dont je ne savais pas quelles seraient les conséquences. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu depuis quelques années un certain nombre d'opérations, je pense que c'est comme ça qu'on peut les qualifier, qui ont cherché à me viser. J'ai eu de la part d'une source qui est très installée dans le système sécuritaire français, qui m'a indiqué qu'à la fin 2023, quand je défendais Ousmane Sonko, qui était alors opposant à Macky Sall, et que nous étions... Attention de ne pas donner trop d'éléments pour ne pas relever votre source. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails de cette personne, ce qui est toujours compliqué parce qu'il faut essayer de détailler ce que l'on avance et en même temps de ne pas exposer les personnes qui nous permettent de le savoir. Je sais qu'il y a eu une volonté de la part de certains acteurs d'atteindre à ma vie à ce moment-là. Vous voyez, j'ai un élément. Et par contre, ce que je sais aussi, et ça je pense que je peux le dire sans exposer personne, c'est que la DGSE était informée de ce risque qui me concerne, et je ne sais pas s'il y a eu d'action de la part des autorités pour l'empêcher. Ça, c'est un élément qui m'apparaît important de partager. On sait aussi que j'ai fait l'objet d'un certain nombre de tentatives de déstabilisation ces dernières années, de sorte qu'en fait, ce que l'on construit à la fois en termes juridiques, en termes politiques et ainsi de suite, était devenu presque secondaire par rapport à la chronique mondaine de scandales, accusations diffamatoires et ainsi de suite, qui ne cessaient de se répéter pour essayer de nous distraire de ces faits-là. C'est pour ça que c'était pour moi important d'encadrer cet événement dans une présentation plus générale de ce qui est en train de se jouer au Congo et des enjeux en cours à ce niveau-là. Parfois, le prix de la vérité, c'est la peur, la douleur et l'angoisse permanente. Mais renoncer, c'est accepter le silence des puissants. Merci de soutenir ce combat pour la justice et la transparence. Abonnez-vous, partagez et ne laissez jamais les puissants écrire seuls l'histoire.